Hassan éventuellement vous pose des questions. Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment, avec l'habitat, vous en arrivez à vouloir construire ce film? Déjà, l'habitat qui n'est pas là avec nous ce soir est franco-américaine et vivait aux États-Unis quand on a commencé à tourner. Et moi, j'étais bénévole au SAMU social à Paris, de nuit. Et on est très amis de longue date avec l'habitat. Donc à chaque fois, à la fin de la nuit passée au SAMU, du fait du décalage horaire, c'était vers elle que je me tournais pour lui déverser un peu tout ce qui m'avait touchée pendant la nuit. Et nous est venue de façon assez organique l'envie de trouver un médium, et qui donc vite s'est arrêté sur la vidéo et sur un film, pour redonner pleinement le pouvoir de la narration et de se raconter, et de redéfinir son image à des personnes en précarité de logement, avec la question qui nous est venue de l'amour, principalement parce que cette question du lien social et de l'amour, qu'il soit filial, parental ou romantique, était ce qui revenait de façon naturelle dans les conversations que j'avais avec les personnes hébergées par le SAMU social, et qui permettait aussi de créer une identification et une réciprocité dans l'échange, et de se reconnaître dans leurs histoires beaucoup plus facilement qu'avec des questions plus matérielles d'existence, qui sont fondamentales et qui finalement transparaissent en sous-jacent, mais qui mettent une distance quand on entre par ce biais-là. Et donc on a commencé à parler d'amour à des couples en situation de précarité de logement à Washington, où vivait Lalita, qui est une ville très particulière parce qu'avec des inégalités criantes. À l'époque, il y avait 10 000 personnes sans abri à Washington. Maintenant, il y en a plus, et c'est une petite ville, et en même temps, c'est aussi une ville où se concentrent toutes les richesses de l'Amérique. Et en parlant à des couples, très vite nous a sauté aux yeux, ce que sans doute beaucoup d'entre vous savent déjà, mais que les femmes en précarité en couple souvent le disent en ces termes: je préfère être abusée par un homme que par toute la rue. Alors que les hommes, eux, sur une vision plus patriarcale et genrée des rôles, ils trouvent finalement une satisfaction dans le fait d'être à nouveau protecteur. Et donc notre regard s'est un peu naturellement porté sur les femmes. Puis on a fait ces 3 rencontres et on n'a plus réussi à les quitter pendant 5 ans. On a filmé pendant 5 ans. Voilà, avec Marianne, on va jouer le rôle de passage de micro, donc n'hésitez pas. Merci pour le film. Du coup, ma question, c'est juste comment vous les avez rencontrées, ces 3 femmes? Est-ce que vous avez filmé d'autres personnes? La première année, on a filmé, parce que du coup, c'était 3 mois par an pendant 5 ans. La première année, on a fait des sortes de vignettes où on a suivi beaucoup de couples et beaucoup de femmes. Et après, il y a eu une évidence avec elles 3. Je crois que les 3 avaient la particularité d'avoir particulièrement aussi envie de se raconter. Et donc sont venus à nous. Michel, on était en train de parler à d'autres personnes dehors, et elle est venue en disant moi j'ai une histoire pour vous. Et de là, ça s'est plus arrêté parce qu'on se parle presque toutes les semaines avec Michel, donc l'histoire continue en dehors aussi du film. Alissa et Marvin, ils dansaient devant une bibliothèque qui était un peu le seul lieu où les personnes sans-abri pouvaient passer leur journée, parce qu'en France, comme aux États-Unis, dans les foyers, il faut partir le matin et on ne peut revenir que le soir. Et c'est une ville où il fait très froid l'hiver et très très chaud et humide l'été. Donc il y avait ce refuge pour trouver. Et donc nous, on y passait du temps. Et ils ont un de leurs copains qui est venu pour nous vendre son CD de rap. Et ni l'une ni l'autre ne savons dire non, donc nous avons même acheté 2 CD de rap. Et en même temps, il nous a demandé ce qu'on faisait là, et donc il nous a présenté à Alissa et Marvin, qui à l'époque dormaient dans le square à côté de l'école des enfants. Et Lorraine et Freddy, c'est un petit peu différent parce qu'ils venaient d'avoir leur premier logement après 11 ans à la rue, grâce à une assistante sociale qui a été aussi leur témoin de mariage et qui s'est battue pour les sortir de la rue. Et c'est elle qui nous a mis en contact. Je peux continuer en roue libre. Et du coup, et après a commencé du coup des moments partagés avec elle. Et ce qui a permis un peu le film, c'est que sur le temps passé ensemble, il y a peut-être presque 80% où on ne filmait pas. Donc il y a eu aussi cette spécificité dans la rencontre avec elle, d'un lien humain qui s'est tissé très fort. Michel, on a vécu dans son foyer. Alissa, on a gardé les petits quand elle avait des boulots où elle ne pouvait pas rater une journée de
travail. Donc je crois qu'il y avait, enfin, on s'est aussi trouvé à un endroit où elles avaient envie de se redéfinir et de faire ce processus filmique avec nous, et ils se sont pleinement impliqués aussi, et c'était le but dans la réalisation, dans la mise en scène, dans ce qu'elle voulait dire d'elle ou ce qu'elle ne voulait pas dire, et nous on n'a jamais imposé quelque chose. Merci beaucoup pour ce film qui était vraiment à la fois très intéressant et très très touchant. Surtout que c'est un univers que je connais peu, en fait. Et je voulais savoir si donc les personnes, les femmes, là, les hommes qui sont dans ce film, ont-ils vu le film et quel retour ils t'en ont fait, ils vous en ont fait? On a organisé une projection à Washington où elles se sont toutes vues du coup au cinéma, dans une grande salle de cinéma, pour laquelle on est allé chercher Michel qui vit dans le Missouri, donc c'est vraiment au centre des États-Unis. Et on est allé en car avec elle jusqu'à Washington, c'était 38 heures de car ensemble. Et en plus c'est la zone des tornades, donc il y avait une tornade de part et d'autre du car, et Michel priait pendant tout le trajet. Ladita disait qu'il fallait appeler nos proches, et moi je mangeais nos sandwichs à la hâte, ne voulant pas mourir le ventre vide. Et bref, arrivé à Washington, il y a eu la projection où Alissa est arrivée avec toutes ses copines, hyper lookées, très stylées, et un peu déchantée, je crois, en rencontrant Lorraine et Michel au début, en se disant mince, c'est avec elle que je suis dans le film. Et finalement, à l'issue du film, elles se sont littéralement tombées dans les bras, toutes les trois. À mon avis, je n'ai pas demandé récemment, mais en tout cas pendant un temps, sont restées en contact. Enfin, pris des nouvelles les unes des autres. Décidément, c'est la rangée. Moi, j'ai été touchée et en même temps affectée d'une certaine façon. Je trouve que c'est dur en tant que public de voir ces femmes, parce qu'on sent toute cette détresse, même si des inventivités et des façons d'être au monde qui sont juste incroyables. Ouais, c'est très interpellant. J'ai envie de dire qu'est-ce qu'il y a autour d'elle comme solidarité au quotidien, qu'est-ce qui peut vraiment les épauler, voilà. En dehors de ça, on en a vu les solidarités, mais des fois on les trouve aussi très seules, évidemment. Il y en a quand même des institutionnels, parce qu'il c'est plus du tout vrai sous Trump 2 aujourd'hui, ou tous d'élite, mais à l'époque du tournage, il y avait quand même énormément d'aide. Je dirais qu'on en trouve autant qu'ici, c'est simplement qu'elles sont plus privées, ce que je ne souhaite pas, mais en tout cas, parce qu'il y a une idée reçue un peu qu'aux États-Unis, on ne trouverait pas d'aide. À l'époque, ce n'était pas le cas. C'était très lié aussi à la religion. Donc Michel, à un moment, est devenue mormone, simplement parce que l'église mormone aidait mieux. Et elle ne nous avait pas prévenus, donc nous, on est allé la voir et on lui a proposé, comme d'habitude, un coca. Mais en fait, les mormons n'ont pas le droit de prendre de caféine. Chose qu'on ne savait pas, donc elle a été outrée qu'on lui propose cette canette, bien sûr, parce qu'on était devant l'église mormone. Elle l'a bu un peu plus tard. Et, donc il y avait ces solidarités-là, mais qui étaient relativement, enfin, qui étaient matérielles, mais qui ne les entouraient pas. Effectivement, elles étaient très seules. Alissa, quand même, elle a des copines, elle a ses enfants, il y avait ce qui donnait beaucoup d'espoir. Et Lorraine et Freddy, c'était quand même, malgré tout ce qu'on pourrait voir comme dysfonctionnement dans le couple, il y avait énormément de tendresse et d'amour entre eux. Pour Michel, c'était beaucoup plus compliqué, mais maintenant, Michel a renoué avec ses enfants. Donc elle est à nouveau... En fait, quand on a fait la projection à Washington et qu'on l'a emmenée, le deal, c'était qu'elle reste une semaine chez sa fille, une de ses filles, qui n'était pas du tout enchantée de la recevoir. Et finalement, Michel est resté 1 an chez elle. Et le lien s'est reconstruit. Et je pense aussi que ça a permis d'entendre un autre récit de la part de Michel, parce qu'en fait, pendant toute l'enfance des enfants, Michel était victime de violences domestiques et ne voulait pas le dire aux enfants, comme c'est souvent le cas, enfin, tu sauras mieux en parler que moi, mais elle les a complètement protégés des violences.
Et donc le père a eu un peu le beau rôle dans le couple. Enfin, bien sûr, je ne pense pas qu'on puisse être un bon père en battant sa femme, mais en tout cas, il n'a pas été violent avec les enfants et il a assuré financièrement une forme d'aide. Et donc eux en ont beaucoup voulu à leur mère, qu'ils ont vue comme une mère absente et qui finalement a quitté le foyer et pensant que ce serait mieux pour eux, les a laissés avec le père puisqu'elle partait sans rien. Et ils n'ont jamais trop compris ou écouté sa version des faits. Et je ne sais pas si c'est le film qui les a forcés à être assis à écouter Michel. En tout cas, après ça, il y a eu une autre narration aussi possible dans la cellule familiale. Donc maintenant, Michel est quand même assez entouré par ses enfants. Ça me permet de te poser la question, effectivement, comme tu disais, bien souvent, les femmes victimes de violences mettent beaucoup d'énergie à dissimuler la violence qu'elles ont vécue ou qu'elles subissent. Alors, nous, on a des dispositifs, on a des associations, on a la loi pour aussi protéger à plusieurs égards. Qu'est-ce qui existe aux États-Unis pour les femmes victimes de violences ou, comme effectivement cette femme qui explique clairement qu'elle a été abusée par son beau-père et qu'elle lui dit qu'elle l'aime? C'est ce que l'on peut entendre souvent de la part d'enfants abusés. Donc, qu'est-ce qui existe comme type d'accompagnement? L'impression qu'on a eue, c'est que quand Michel était enfant, mais encore aujourd'hui, sur les questions de violence intrafamiliale et d'inceste, c'était un peu le néant. Lorraine aussi, on ne l'a pas intégrée au film parce qu'elle ne nous en a parlé que quand elle était en état d'ébriété assez avancé. Donc elle en parlait devant la caméra, mais on ne savait pas combien le consentement éclairé était là. Mais elle a été victime d'abus de son père et elle a eu un enfant avec son père et c'est là où elle a quitté le domicile des parents. Et de toute façon, plus généralement, même en France, la plupart des femmes qu'on rencontre en situation de précarité ou pour un nouveau film sur des questions d'addiction ont vécu des abus dans l'enfance, ça revient toujours. On a eu le sentiment qu'il y avait peu d'aide pour ça. Par contre, pour les questions de violence domestique, une fois adulte, il y a énormément de foyers dédiés à ça. Michel était dans un foyer uniquement pour femmes battues, qui du coup n'avait pas d'adresse officielle. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place un peu similaires à ici pour les protéger de façon assez rapide. C'est pour ça, à un moment donné, elle dit dans un foyer, je peux rester 2 ans et après il faut que je trouve une solution. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. C'est pas tout à fait la même chose en France. Et en plus, tout ça est un peu mis à mal aujourd'hui parce que c'était des aides spécifiques. En fait, les associations d'une année sur l'autre avaient leur budget reconduit à hauteur de 90%. Qui permettait une continuité de l'hébergement. Et là, avec le nouveau mandat Trump, ils ont réduit ça à 30%. Donc ils estiment que dès le 1er janvier, là ils estiment à 170 000 personnes de plus à la rue le 1er janvier, et après quelque chose de complètement exponentiel. Et avec en plus beaucoup de villes où c'est devenu, pardon, je dis que des choses déprimantes, mais beaucoup de villes où c'est devenu illégal d'être sans abri aux États-Unis. Et donc passible de peine de prison, ce qui fait qu'ils mettent en place des sortes de hangars, des camps en fait, des hangars fermés. Par exemple, dans le Utah, à Salt Lake City, un hangar de 1300 lits fermé, où on force les sans-abri à s'installer et où ils prétendent qu'il y aura un accompagnement psy pour les questions d'addiction aussi, mais comme les budgets là-dessus sont complètement diminués, c'est compliqué d'y croire. Mais en tout cas, avant ça, c'est très nouveau, les aides au logement étaient bien existantes et ne semblaient pas être moins importantes qu'ici à l'époque. Mais très vite, c'est... Moi, je me posais une question aussi. Est-ce que ce film, il serait transposable, envisageable en France, en fait, ton expérience au SAMU social? Est-ce qu'il y a des situations parallèles ou des caractéristiques qui font que les trajectoires diffèrent véritablement? Oui, je pense qu'il est complètement... Enfin, il est né de 3 rencontres. Il serait évidemment différent de 3 rencontres ici, mais en revanche, les dynamiques, la succession de violences intrafamiliales, violences domestiques, violences institutionnelles sont exactement les mêmes ici. Je crois quand même qu'il y a une spécificité aux États-Unis dans le fait d'aimer se raconter et dans la mise en scène de soi. Il y a quelque chose. Et après, l'autre différence que j'ai vue, et qui à mon avis rend les choses presque plus dures psychologiquement pour elle, c'est qu'aux États-Unis,
toutes les personnes précaires qu'on a rencontrées nous disaient, certes, je suis dans cette situation-là, mais j'ai une chance inouïe d'être aux États-Unis. Enfin, c'est-à-dire que le rêve américain, il a vraiment infusé dans tous les esprits. Donc il y avait, finalement, c'est de ma faute si je suis dans cette situation, puisque je suis dans le meilleur pays du monde, où il y a ce qu'ils appellent le land of opportunity, donc la terre des opportunités, alors que le discours que j'entendais quand j'étais au SAMU social était plutôt c'est pas normal, voilà, je ne devrais pas nous laisser vivre dans ces conditions, enfin, un discours auquel je m'accroche plus parce que je pense qu'il permet aussi peut-être plus une révolte politique pour aller vers autre chose, mais en tout cas là-bas il y avait quelque chose de l'ordre de l'autodépréciation de soi, puisque dans le meilleur pays du monde on n'arrive pas à s'en sortir, mais qui va aussi du coup avec aussi une sorte d'optimisme à toute épreuve. Enfin, toutes les trois elles ont une résilience phénoménale, donc qui nous a vraiment inspiré aussi, d'aller de l'avant toujours. Jamais arrêter de rêver non plus. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, moi ce qui m'a touchée et intéressée aussi dans le film, c'est le thème de la beauté comme résistance. Toutes les trois ont des rituels que vous avez très très bien mis en scène, enfin montré dans le film, de se rendre belles, de rendre leur environnement beau. Et je trouve que c'est une forme justement de résistance, de résilience par rapport à des milieux et des contextes qui leur retirent ça de façon fondamentale. Donc, on pourrait presque avoir un sous-titre Homelessly in Beauty. Oui. Bah, c'était important pour nous à la fois de mettre ça en avant, enfin, de tirer ces fils-là au montage, mais aussi pendant le tournage, de faire attention à la lumière sur leur visage, à comment on les filmait. Enfin, ça participe aussi, on pense à une forme de déstigmatisation. Enfin, c'est politique aussi, en fait, de montrer des personnes précaires belles, quoi. Enfin, en tout cas, nous, on les trouve toutes les trois très belles. Et c'est un sujet qui est revenu aussi... Enfin, les premiers rushs qu'on a montrés, les premières images, on a eu un monsieur, un héritier de la fondation AOL qui nous avait donné un peu d'argent au début du tournage et qui, quand il a vu Alyssa et Marvin, était un peu foudrage en disant ils sont très beaux. C'est pas des sans-abri, ils sont vraiment très beaux, c'est pas normal, pourquoi vous avez choisi cela? Non, on les avait pas choisis parce qu'ils étaient beaux, mais dans l'imaginaire de cet homme, on pouvait pas et être précaire et être aussi rayonnant. Peut-être sur la question d'avant, tu voudrais parler des liens qu'on peut faire, de combien ces trajectoires-là correspondent à ce que vous voyez ici, ou si tu as vu des différences.